Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode longtemps attendu d'Une tasse de tech. On a pris une grosse pause. Alain McKenna ici de retour de vacances avec Pascal Forget. Salut Pascal. Bonjour Alain, je suis très content de te revoir. Tu m'as manqué, je me suis ennuyé de toi. J'avais hâte de jaser de techno. C'est ce qu'on va faire dans l'épisode d'aujourd'hui. Écoute, on a un programme chargé. On va parler entre autres, et j'aime ça faire ça. Je trouve que parti, vas-y. On va parler d'ordinateurs portables HP, on va parler de nouveautés Google, de Sonos, de Fortnite sur iPhone, d'une solution pour les dégâts d'eau et plein d'autres sujets captivants et de petites affaires qui sont arrivées au cours du dernier mois. On a beaucoup de rattrapage à faire. Ben, je vais blâmer le monde des gadgets électroniques, damn you, monde du gadget électronique, de faire autant de nouveautés, de lancements et de conférences dans le mois où tout le monde est en vacances, parce que sérieusement, avant, tout se passait un peu au mois d'août, puis pour la rentrée, puis septembre-octobre. Maintenant, tout arrive en juillet. C'est quoi cette histoire? Il y a eu Samsung, il y a eu Google, il y a eu OnePlus, il y a plein d'affaires qui sont arrivées. Moi, j'étais là. Moi, j'ai continué de faire des chroniques au 98.5 pendant ce temps-là. Fait que j'ai pu en parler. Ceux d'ailleurs qui veulent écouter au 98.5, Pascal Forget, chercher un animateur. Vous avez mes chroniques qui sont accessibles sur le web pour avoir tous les petits sujets. Je parle de beaucoup plus de choses. 5 chroniques par semaine, ça va très vite. On va saluer nos partenaires pour 2024, TELUS et Plan Hub. D'autres partenaires s'en viennent. On a bien hâte de vous les présenter dans les prochains épisodes. Je t'en reparle, Alain, ça se négocie en coulisses. Est-ce qu'on commence avec une première nouvelle? Quelque chose qui m'a réjoui, qui m'a fait sauter de joie, qui m'a comblé de bonheur. Bien, écoute, sans plus tarder, rentrons dans ce que j'ai appelé très arbitrairement nos espressos de tech, nos nouvelles courtes en rafale. Oui, vas-y Pascal, lance-nous ça. J'ai commandé il y a 5 mois, il y a plus de 5 mois, le FreeWrite Alpha. J'ai pas commandé il y a 5 mois, j'ai commandé il y a presque 2 ans, mais c'est arrivé avec le financement social. Il y a toujours des retards et tout. Et je m'étais dit que je me ferais plus jamais prendre pour le financement social. Qu'est-ce que c'est le FreeWrite Alpha? C'est, ceux qui nous regardent en vidéo peuvent le voir, c'est une espèce de... C'est gros comme un ordinateur portable, mais c'est un clavier avec un écran minuscule. C'est comme une espèce de clavier dactylo, hein? C'est un peu exactement, ce qu'on avait... Exactement, clavier mécanique, très agréable, écran très minimaliste avec 4 lignes, de 2 à 4 lignes selon la taille des caractères qu'on utilise. Et quand je l'ai reçu, j'étais extrêmement déçu parce que ça ne permettait pas d'écrire en français. Il n'y avait pas de claviers internationaux. On ne peut pas taper les accents français. Fait que là, tu tapes, tu as ton doigté, tu n'arrives pas à taper, tu n'as pas d'accent, c'est vraiment désagréable. Ça a pris 5 mois. 5 mois, Alain. Mise à jour arrive. Paf, les caractères français, les claviers internationaux sont arrivés et ça fonctionne merveilleusement. Pour ceux qui veulent taper sans distraction, FreeWrite Alpha, c'est pas donné. C'est vraiment pas donné pour un outil qui ne fait que écrire. C'est comme une dactylo. Il n'y a pas de correcteur, il n'y a pas de... écoute, tu peux même pas te déplacer avec une flèche dans ton texte, là. Il faut que tu tapes. Si tu veux revenir en arrière, tu vas faire backspace, tu vas effacer et revenir. J'adore ça. Ça me permet de me vider la tête. On peut envoyer ça par courriel. On peut envoyer ça automatiquement sauvegarder dans son Google Drive. Je dis automatiquement, ça prend quelques secondes, mais on peut forcer la sauvegarde dans son Google Drive au moment de son choix. Ou encore une fois, je trouve ça très pratique, on peut s'envoyer ça par courriel. On reçoit le texte, on peut le copier-coller, faire ce qu'on veut avec. Évidemment, le corriger, le réviser avec un traitement de texte pour le finaliser. Très le fun, FreeWrite Alpha, enfin, les claviers internationaux. Yeah! Dans la foulée des mises à niveau, des mises à jour, je vais en parler d'une qui sort complètement du champ gauche, surtout pour nous, en fait. Mais Kim Kardashian. On a parlé des écouteurs Studio Pro de Beats il y a quelques semaines, ici à la balado. D'ailleurs, ils ont un défaut, les cheveux accrochent dedans. Oui, mais toi, t'en as. Ben, quand ça arrache, ça fait mal. Toi, t'as une chevelure abondante. C'est un problème. Pour payer pour avoir des cheveux. Qui sont, j'avais résumé très brièvement en disant que c'est un peu les AirPods Max des pauvres. C'est une façon, en fait, des non-millionnaires, disons ça comme ça, parce qu'on n'a pas besoin d'être pauvre. Là, c'est juste parce que ça n'a aucun bon sens, le prix des AirPods Max. Mais bon, bref, des écouteurs qui se portent très bien, confortables, haut de gamme, circumauriculaires, on le dit pas souvent, ce mot-là, mais ça veut dire qu'ils sont très gros et qu'ils vont par-dessus les oreilles au complet, donc ils insonorisent de cette façon-là. Et là, Beats a fait une mise à jour annonçant 3 versions, en fait, de ce casque-là, revues par
la superstar Kim Kardashian. Alors, si vous êtes du genre à croire à ces choses-là, ben Kim Kardashian a maintenant sa gamme d'écouteurs Beats Studio Pro. Beats by Kim, je pense que c'est le nom exact. La grosse différence, c'est qu'on a 3 teintes de brun maintenant, au lieu d'avoir juste les 3 couleurs de base qui étaient blanc, noir et genre rouge. Je me rappelle peut-être bleu, je suis pas certain. Là, on a beige, caramel et chocolat au lait. Ça, ici, c'est le modèle intermédiaire que je trouvais qui fitait avec mon teint de peau, mais finalement, je suis peut-être plus rouge que je pensais. Peut-être que j'ai abusé de la vitamine D cet été, allez savoir. Mais bon, bref, si ça vous intéresse d'aller voir, c'est les mêmes bons vieux écouteurs. Il n'y a pas grand-chose à dire à part ça, excepté là qu'ils ont des couleurs plus, on dit plus naturelles du côté de Beats, en voulant dire que ça s'apparente au teint de peau des gens qui ont des teints de peau qui sont pas blancs livides. Donc, ça laisse pas mal de monde disponible, on s'entend. Et c'est la grosse nouveauté de fin d'été chez Beats. On aurait aimé avoir une nouveauté plus costaud, de nouveau matériel, mais voilà, on a ça. Écoute, donc ça serait un espresso, pas plus qu'un espresso court et bien tassé. Tout petit, Kim Kardashian, son plus grand talent est d'être Kim Kardashian. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Je suis très, très fasciné qu'elle ait des écouteurs à son nom. Espresso Tech, Proton VPN, un beau VPN. Beaucoup de gens parlent beaucoup de VPN. Je l'ai utilisé cet été pour streamer les Olympiques de Radio-Canada aux États-Unis parce qu'apparemment, on peut pas le faire sinon. Non, donc, je recommande Proton VPN. C'est un excellent VPN. Ils offrent leur VPN gratuit dans le navigateur. Donc, vous allez pouvoir protéger votre connexion dans votre navigateur web, soit pour vous délocaliser. Ça peut être une précaution supplémentaire si vous voulez voir du contenu étranger, ou encore, vous êtes dans un café avec une connexion Internet louche. Ça vous donne on va à l'aéroport, n'importe où, au restaurant. Ah oui, aéroport, c'est particulièrement intéressant. Tu te connectes ici, prends ton VPN gratuit, installez l'extension. Si jamais vous y pensez, vous vous connectez, essayez ça. On l'aime bien. Puis leur service, c'est des services payants, mais c'est des services qui se veulent sans publicité. Quand on paie pas pour un produit, Google et compagnie, vous êtes le produit. Dans ce cas-ci, vous payez un petit montant, c'est une centaine de dollars par année, et vous avez accès à toute une suite logicielle, y compris un VPN, avec plus d'options, traitement de texte, courriel, calendrier, ainsi de suite, tout ça. Donc, il y a une bonne réputation de respecter la sécurité de ses utilisateurs, même s'il y a une fuite de données, il y a un petit bouton. Donc, si vous êtes un nouvel utilisateur, ça vous touche pas, c'est encore mieux. Mais c'est une entreprise qui veut faire plus attention que les autres à la confidentialité de ses utilisateurs. Donc, ça vaut la peine de ce côté-là. Voilà. J'ai essayé cette semaine parce que ça sort au début septembre, puis Sony clairement se prépare un jeu qui s'appelle Astrobot. Si vous avez une PlayStation 5, quand vous allumez la PS5 pour la première fois, évidemment, il faut la paramétrer, mise à jour du logiciel, qui est toujours une mauvaise surprise, réglage du Wi-Fi, ces choses-là. Et là, pour vous apprendre à utiliser l'appareil au moins un peu, il y a une espèce de démo de jeu qui s'appelle Astrobot Playroom, qui est une version une espèce de petit robot avec des gros yeux bleus, là, très, très animé, très japonais dans son approche, qui a fait rire bien des gens, qui a amusé bien des utilisateurs de la PS5. Et là, Sony a eu l'idée d'en faire un jeu complet, entier et indépendant de la console, qui a été développé par un studio à l'interne qui s'appelle Team Asobi, qui est basé à Tokyo. Et ce jeu-là va sortir en septembre. Et pourquoi je vous en parle? C'est parce que premièrement, je veux dire, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire mon article dans Le Devoir de samedi, le 17 août. Donc ça, c'est mon autopromo. Mais le jeu aussi est assez intéressant en ce sens où l'Astrobot est en train de devenir la mascotte de la PlayStation. Je pense que c'est le futur, c'est le Master Chief de la PS5 ou Mario pour la PlayStation, si vous voulez. Ben oui. Parce que c'est vraiment un jeu qui, à mon avis, va être un succès automnal inattendu, en fait, pour Sony. Ils ont mis en marché la semaine dernière un contrôleur aux couleurs de l'Astrobot et il s'est écoulé, il est en quantité limitée. Évidemment, c'était une prévente pour mousser le jeu et tout a été vendu en dedans de genre 16 heures ou de quelques heures seulement. Donc, ça a été assez rapide. Donc, j'ai hâte de voir, mais je pense que Sony vient de trouver une niche là qui est un peu plus près de ce que Nintendo fait que de ce que Xbox fait et que la PlayStation a toujours fait, c'est-à-dire aller du côté des super jeux hyper réalistes, sophistiqués. Là, on est plus dans le ludique familial. Et je pense qu'on a un petit coup de circuit qui s'en vient. Donc, si ça vous intrigue, allez voir ça. Astrobot, c'est le petit robot de la PS5 qui va avoir son propre jeu le 6 septembre prochain. Mais en attendant, vous pouvez aller voir des vidéos. C'est rigolo, c'est amusant. Et si quelqu'un un jour décide d'en faire la mascotte de la PS5, ben ce sera grâce à nous, une tasse de tech, parce qu'on vient de vous le dire. On est fort de même.
On a ce pouvoir-là, Alain. Voilà. Parlant de pouvoir, il y a le patron de Sonos qui a mis à pied une centaine d'employés. Ça va vraiment pas bien. Tout ça dans la saga qui s'éternise de la nouvelle version du logiciel. Écoute, j'ai des enceintes Sonos à la maison. J'étais heureux. La mise à jour est arrivée. Habituellement, les mises à jour, moi, je suis un techno-optimiste. Je m'attends toujours à ce que ce soit plus efficace et tout. Et là, je me suis dit, voyons, ça marche pas bien. Comment ça se fait? Ah, c'est peut-être juste temporaire, peut-être juste un petit ajustement, une mise à jour à faire, petit bug. Écoute, ça fait plus d'1 mois. Chaque fois que j'ouvre l'application Sonos, je trouve pas mes enceintes. Elles disparaissent, je dois les reconnecter. Il y a beaucoup de choses. Ceux qui ont des enceintes Sonos, vous pouvez partager votre colère. Écoute, il y aurait 2 lancements de produits qui auraient été retardés. Mm-hmm. Les écouteurs qui ont lancé, on n'en entend pas parler. Je pense qu'ils ont été une déception sur toute la ligne, qui font vraiment très peu de choses et pas ce qu'on attendait d'écouteurs Sonos. C'est des écouteurs standards Bluetooth qui, avec une enceinte, se connectent. C'est très limité. Il y a même une rumeur du retour de l'ancienne application. Oui, la mise à niveau de l'application n'était pas super, on va se dire les vraies affaires. Et donc, c'est ça, si on revient avec l'ancienne application, c'est un gros recul. J'ai vu sur Reddit un journaliste de Bloomberg qui tente de comprendre à l'interne, de dire, écoutez, là, si vous êtes chez Sonos, écrivez-moi, parlez-moi, je veux de l'insight. Comment ça se fait qu'on est arrivé à un cafouillage aussi énorme? Et il y a une éditoriale de ZDNet qui réclame un système ouvert pour les appareils Sonos parce que, évidemment, si la compagnie fait faillite, si la compagnie a un problème, si jamais une mise à jour est aussi mauvaise, avec une version pour avoir autant de briques dans notre maison tout d'un coup. Ça serait fâchant, effectivement, que toute la quincaillerie que Sonos vend depuis des années devienne non fonctionnelle tout à coup. Là. Et donc, d'ouvrir le système permettrait au moins d'avoir une alternative ouverte, qui serait peut-être moins bonne, mais ça permettrait, je pense, il y a toujours la compétition dans les systèmes, c'est tout le temps le fun, tu sais, d'avoir le logiciel maison qui a des qualités, qui est travaillé à l'interne, puis tu as la version ouverte. La communauté qui est toujours un peu plus... ça permettrait peut-être de stimuler davantage la compétition et tout. Ça vaut pour tous les appareils connectés. Je parlais avec un ami qui avait une télé intelligente, puis à un moment donné, hop, là, il n'y a plus de mise à jour. Ça marche plus, on peut plus ajouter de nouvelles chaînes, c'est plus compatible avec certaines chaînes, et là, il est obligé de changer. Il a décidé de changer de télé parce que c'était plus utilisable. Et ça, c'est toujours fâchant. Ça donnait de plus en plus un problème. Il y a un constructeur d'automobile, Fisker, qui a fait faillite il y a quelques semaines, et ils avaient commencé à vendre leur véhicule, un véhicule qui coûtait au-dessus de 75 000 $ américains. Véhicules électriques et évidemment connectés, tout ça. Et là, les gens se demandaient, une fois que le constructeur fait faillite, est-ce que ces véhicules connectés vont continuer à fonctionner ou bien si tout d'un coup, ils vont devenir éteints et non fonctionnels? Oui, puis s'il n'y a pas de mise à jour, un système pas évident. Non, exactement. Il y a écoute, s'il y avait un segment éditorial à notre balado, ce serait maintenant, parce qu'on va parler d'un sujet qui, moi, me fait toujours un peu titiller, parce que c'est facile de pointer du doigt l'outil plutôt que les gens qui l'utilisent. Et là, il y a une chercheuse de l'Université de Sherbrooke qui a publié une étude qui, évidemment, a fait jaser dans les derniers jours et qui conclut que plus que les enfants de 5 ans et moins passent de temps devant leur écran d'iPad, plus ils développent des comportements de frustration et de colère. Eh bien. Et comme ça les fâche de ne plus avoir leur écran dans les mains, les parents leur redonnent l'écran, ils passent plus de temps, et ça crée un cercle vicieux où plus de frustration, plus de tablettes, plus de frustration, et là, pouf, cercle vicieux. Pensez-vous que le problème, c'est l'iPad? Point d'interrogation, me demandais-je comme ça, naïvement. Soyez forts, les parents. Il faut à un moment donné, c'est ça. S'imposer des limites comme on le ferait. Le problème est double. C'est qu'évidemment, on plie devant la demande incessante de nos enfants sur ces choses-là. Donc, on leur redonne l'appareil pour se débarrasser un peu d'avoir à s'en occuper. Et nous, pendant ce temps-là, on regarde nos téléphones sans arrêt. Tout le monde, tout le temps, ça fasse dans son téléphone. Donc, on crée le comportement que notre enfant mimique, veut imiter, veut reproduire parce qu'il dit « Wow, un jour, je serai grand, je serai comme cette personne. Donc, j'aurai ma face dans un écran. Et j'ai déjà un écran, donc go. » Et là, ils y vont. En plus, on le sait, les écrans, c'est une chose, mais les applications, souvent pour les jeux pour enfants, sont conçues pour être addictives au-delà de ce qu'on peut gérer comme un seul cerveau humain, là, parce qu'il y a vraiment des mécanismes psychologiques là-dedans qui sont difficiles à éviter. Donc oui, effectivement, le signal d'alarme est important. Trop de temps d'écran, c'est pas bon pour plein de raisons, notamment pour le développement de la vision, j'ai l'impression, chez les enfants, juste au niveau physique, là, physiologique. De percevoir pour autre chose que ce qui est dans un écran, de regarder autour et de deviner. Parce que faut dire aussi sur une tablette, des applications, c'est des environnements contrôlés et les psychoéducateurs vous le diront,
le temps passé lâché lousse dans un carré de sable avec aucune structure de jeu, d'environnement, c'est du temps où le cerveau se développe aussi. C'est très important, cet équilibre entre un monde structuré et un monde non structuré pour que justement on apprenne à... Quand on était petit, on dit toujours ce gag-là parce qu'on est vieux, Pascal, mais quand on était petit, nous, les enfants, nos parents nous sacraient dehors. Aller jouer dans le trafic, puis là, fallait s'inventer des choses à faire, puis effectivement, ça fait partie du développement du cerveau. Donc oui, lâchez un peu la tablette, lâchez votre téléphone, jouez avec votre enfant des affaires non structurées, et ça n'ira que mieux. Mais évidemment, c'est pas la faute de l'iPad. Ça, c'est l'affaire que je comprends pas. Les gens qui disent, l'iPad à l'école, ben oui, oui, le crayon à l'école, je veux dire, je suis allé contre les livres à l'époque parce que la tradition orale se perdait, oui, les choses évoluent, mais à un moment donné, il faut savoir s'en servir. Fin de l'éditorial. Voilà, tu as tout à fait raison. Moi, j'ai le fils de ma blonde qui m'a dit à un moment donné, ben là, c'est ça, tu me limites mon temps d'écran, puis toi, tu passes ta journée devant un écran. Ben oui, ils comprennent pas qu'il y a une nuance entre le travail et le jeu et l'évasion. Puis ça évite aussi, je disais que ça empêchait aux enfants de traiter leurs émotions. Le fait de se braquer devant un écran, dès que tu as une frustration, tu te mets devant un écran, tu réfléchis pas, tu penses pas aux conséquences. C'est pas toute la oui. Et ça permet pas d'apprendre ça ici. Un téléphone pliable triple, est-ce que c'est quelque chose qui va rendre le téléphone plus accrocheur, créer des dépendances supplémentaires? Il a été vu dans la nature. On va parler de téléphone pliant, celui de Google s'en vient au Canada. Il y a des rumeurs qui circulent depuis un moment. Oh là là! Il y a Samsung aussi qui a un téléphone pliable. Samsung qui a un téléphone pliable. On en reparlera la semaine prochaine. Un téléphone prochaine. pliable. Vraiment des belles options. Mais là, un téléphone qui se plie en 3 volets. Donc, c'est plus juste 2, mais 3 volets. Intéressant, ça, comme concept. Ben oui. Ouais. Ça me parle, ça, moi. Le patron, le directeur des appareils de consommateurs de Huawei a été photographié. Huawei est de retour. Huawei, qui est très, très tout le temps à l'avance, qui essaie toujours de lancer avant les autres. Et c'est Yu Chendong. Cherchez sur Internet, vous voyez l'appareil qui a l'air étonnamment mince. On se dit 3 plis, ça va être encore plus épais. Oui, ils l'appelaient leur téléphone pliable, là, qui était, dont le fun, là, qu'on n'a pas vu ici, qui a eu droit de 2 générations. C'était le... j'ai oublié. Mais c'est pas un Fold, c'était un Mate, quelque chose, Mate Fold, je sais pas quoi. Mate Fold. C'était original, c'était différent de ce que tout le monde fait maintenant, là, définitivement, mais c'était Huawei. Donc, Mais là, écoute, c'est parti. Peut-être qu'Apple va innover en 2026 avec son premier téléphone. En 2025, 2026 avec ça, c'est l'autre rumeur. On l'a pas dans nos notes, mais Apple aurait un téléphone et une tablette à écran pliable dans ses cartons là, d'ici 2026, justement. Donc, tablette pliable, ça pourrait être intéressant pour justement passer d'une petite tablette à une grande tablette. Une tablette que tu déplies, tu as une télé. Tu le déplies 3 fois, puis tu as vraiment une télé 50 pouces que tu glisses dans ta poche. Maintenant, on va la dérouler. C'est pas mal tout. Juste ça, jeter un coup d'œil là-dessus, ça pourrait être disponible bientôt. Ça va peut-être faire bouger d'autres et peut-être que Samsung et compagnie vont suivre au cours des prochains mois, des prochaines années, avec un téléphone pliable triple. Voilà. Je reviens dans le jeu vidéo, Pascal, juste rapidement, parce que un moment donné, ça va faire, le jeu vidéo. Vous savez tous très bien que la guerre des consoles mène les concepteurs, éditeurs, programmeurs et fabricants à offrir des produits exclusifs, des titres qui définissent un peu l'appartenance à une console. Je parlais tantôt de Astrobot chez Sony, qui n'est pas vraiment encore un truc, là, mais qui s'en vient, de Master Chief, de Halo sur Xbox. Et il y a aussi le jeu Forza Horizon sur Xbox, qui est un jeu de course, de simulation. Je ne sais pas si on peut dire simulation, parce que c'est quand même un cas qui évolue. Il a évolué vers la simulation de course automobile un peu plus dans les dernières versions. C'est plus ludique. C'est très réaliste. Il y a un petit côté réaliste, mais en même temps pas tant, alors que chez PlayStation, on le sait, il y a le Gran Turismo qui a toujours été l'espèce de ultra simulateur là, qui a toujours attiré les cracks de la course automobile. Et là, surprise, ou en tout cas rumeur de surprise, ou dites ça comme vous voulez, mais Forza Horizon 5 pourrait être lancé dans les prochains jours, prochaines semaines, en version pour PlayStation 5, ce qui briserait c'est pas un plafond de verre, là, parce qu'il n'y a absolument aucune raison de dire ça, mais c'est un mur de verre, disons. Une cloison qui existe entre les deux consoles. Et ça pourrait être le début de quelque chose que Microsoft a annoncé qu'il ferait dans les prochains mois, mais ils ont annoncé ça cet été. Qui serait de justement laisser tomber les frontières entre le matériel informatique ou le matériel de jeux vidéo, vous dites ça comme vous voulez, là, pour offrir leurs jeux en version multiplateforme sur peu importe l'appareil que vous voulez. Je ne sais pas ce que ça signifie en termes de marché, de part de marché, d'évolution du marché du jeu vidéo en tant que joueur.
comme en tant que consommateur, je pense que quand on brise les frontières comme ça, on ne fait que rendre les jeux plus attrayants et les produits plus intéressants parce que on veut jouer aux jeux, peu importe l'appareil qu'on a, on veut comme l'expérience sans se casser la tête. Et le mot-clé, on le sait, c'est interopérabilité. Quand on peut faire plus d'affaires qu'un seul bidule, le bidule et l'affaire en question, je garde ça vague, mais c'est comme ça, devient toujours plus attrayant. Donc voilà, PlayStation 5 cet automne pour avoir Forza Horizon à suivre. Une tasse d'interopérabilité. Une tasse d'interopérabilité, ça pourrait être un nouveau nom. On pourrait rebrander, Alain. Oui, vu comment qu'on a de la facilité à le prononcer, je vais Oui, moi, j'écoute, j'ai l'émotion en le disant. Écoute, dernier espresso de tech, fin de Paint 3D. Je me souviens encore dans une démo de Microsoft qui nous avait fait essayer Paint 3D. Il y avait un écran tactile, puis on pouvait faire des dessins en 3D, le faire pivoter. Très, très cool. Je m'en suis jamais servi. Microsoft va mettre fin à Paint 3D. On suggère d'utiliser Paint tout court pour les dessins en 2D ou 3D Viewer pour les dessins en 3D. Je pense que ça pas une grosse perte. C'est drôle, ça. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un chez Microsoft dont la job, le boulot, c'était spécifiquement de s'occuper de ce produit-là depuis comme le temps que ça existe. Cette personne-là vient probablement de perdre sa job, mais qui utilise Paint et Paint 3D? Ouais. Tu sais, c'est des applications, puis en même temps, ils savent probablement à la seconde près le nombre d'heures d'utilisation, puis le nombre de gens qui ouvrent l'application. Fait qu'à un moment donné, quand tu te rends compte que le public est limité, puis l'intérêt est pas là. Voilà. Oh, c'est triste, mais c'est des petits morceaux d'Internet, un beau souvenir, une belle surprise que j'avais eue en faisant un dessin 3D. C'est comme dire que AOL jette tous ses disques CD-ROM à la poubelle aujourd'hui. Effectivement, c'est une bonne idée. OK, c'est la fin des espressos. Passons à l'allonger. Je sais pas, on n'a pas vraiment d'expression, mais aux de vraies actus, je vais vous le dire, parce que je vous le dis à chaque fois quand on commence les actus, on a un partenaire pour ça qui s'appelle InfoBref. Allez voir ça. C'est la fameuse infolettre dont on vous parle chaque semaine qui vous permet chaque matin d'avoir un condensé de l'actualité dans votre inbox. Facile, 10 nouvelles, pif-paf, vous l'avez, ça prend pas 5 minutes et vous êtes au courant de tout. Et là, vous arrivez à la machine à café au bureau et vous savez quoi dire. Donc, en plus que c'est informatif, ça vous permet de vous faire des amis au travail sans grand effort. Et c'est gratuit. Allez voir ça, infobref.com, le Friend Maker. Oh là là, des amis sans effort. Ce serait vraiment un slogan. Des amis sans effort. Des amis sans effort. Je penserais à Alain comme slogan. Il y a quelque chose d'accrocheur. En même temps, c'est creepy. Est-ce qu'on parle des événements du Google Unpacked? Écoute, clairement, on ne s'est pas consulté parce que ça mériterait un segment complet de la balado, mais si on peut faire tenir ça dans une actu, pourquoi pas? Hein? C'est arrivé, c'est annoncé. En même temps, c'est récent. Ça fait un petit bout de temps qu'on le sait parce qu'il fallait comme préparer notre matériel, mais cette semaine, Google a tenu sa conférence Made by Google qui nous permet de voir des téléphones. J'ai confondu avec la conférence de Samsung. Ouais, et je dirais ceci à propos de Made by Google, c'est vraiment un événement le fun. Les appareils Google sont vraiment le fun, mais personne ne les achète. C'est dommage. La part de marché de Google est de 2,5% au Canada. C'est sûr que les 60 premiers %, c'est Samsung et Apple concentrés, là, il n'y a rien à faire, mais après ça, la plupart des fabricants, il n'y a personne qui est en haut de 5%. Et Google a 2,5%. Puis je pense que c'est encore moins aux États-Unis. Donc, ils font des beaux appareils, mais clairement, il y a un vent de face, mais il y a une difficulté à percer un marché comme celui du téléphone intelligent en ce moment quand tu es un nouveau joueur, qui est tout un défi. J'ai hâte de voir, parce que là, on parle, excuse-moi, je vais vraiment dans une autre direction, mais on y reviendra, mais la semaine dernière, aux États-Unis, Google a été annoncé de détenir un monopole dans la recherche en ligne. Et là, la discussion, c'est est-ce qu'on devrait morceler Google, fractionner l'entreprise? Et là, tu dis, bon, si vous faites ça, les frontières de séparation sont assez évidentes parce que la portion matérielle, tout ce qui concerne le pixel et tout ça, ferait une entité à part. Cette entité-là serait vraiment loin d'être rentable, à mon avis, de ce qu'on voit, l'entente de chiffre de vente et tout ça. Donc, je serais curieux de voir ce qui s'en vient pour cette division-là de Google. Si les États-Unis devaient dire, on veut plus seulement un seul Google, on en veut 3 ou 4 ou 5. J'ai hâte de voir. Cela dit, les nouveaux téléphones sont super intéressants, Pascal. Oui, écoute, il y a 4 téléphones. J'ai pris quelques notes parce que je veux pas vous embêter avec tous les détails techniques, mais il y a 4 modèles des pixels tout court, le pixel tout court, le pixel un peu plus gros, le pixel Pro, le pixel XL, le plus gros. Le Pixel 9, Pixel 9 XL, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL. Et là, on va en parler après, mais il y a aussi le Pixel 9 Fold.
Fold. Fold. En tout cas, on est rendu avec des noms qui tiennent. Il faut déplier le téléphone juste pour lire le nom complet. Là, ouais, effectivement. C'est ça, bonne nouvelle, parce que la première version n'avait pas été offerte au Canada. Elle s'en vient au Canada bientôt. Écoute, on met l'accent sur l'intelligence artificielle mur à mur, un nouveau processeur Tensor G4, je crois. Tensor 4, on a pas appelé ça. On a pas appelé le Gemini Phone. Il me semble que tant qu'à tout appeler Gemini chez Google, ça aurait comme pourquoi? C'est ça, on intègre beaucoup de fonctions d'intelligence artificielle, entre autres au niveau de la prise de photos, la fonction que j'ai pu expérimenter. Il y a beaucoup d'embargos, on peut pas tout vous dire, mais j'ai pu faire l'essai de la fonction m'ajouter, qui permet de prendre une photo, demander à quelqu'un de prendre une photo et de s'ajouter dans la photo, d'ajouter une autre personne. Oui, on prend deux fois la même photo, une fois avec les personnes qu'on veut photographier, une fois avec soi-même, et l'outil fait le jumelage des deux pour qu'on soit tous ensemble sur la même photo. Et dans l'interface, ça va nous guider, ça va nous dire à la personne qui va prendre la deuxième photo, comment cadrer la photo de l'appareil un peu plus haut, un peu plus à gauche. OK, c'est beau, prends la photo et l'effet est plutôt réussi. C'est sûr qu'il va y avoir des drôles de trucs de perspective, puis si on regarde attentivement, mais étonnamment, ça le fait. Gemini est l'assistant personnel. J'ai hâte de voir, ça va remplacer l'assistant Google. C'est drôle parce que l'année passée, on parlait de Bard. Et là, parce que c'était l'espèce de nom de ce qui devait remplacer, mais sans le dire vraiment l'assistant. Et là, pouf, on est rendu avec Gemini. Mais allez savoir, l'application existe déjà sur Android et iOS si vous voulez avoir un aperçu sur un autre téléphone. Là, donc, ça se télécharge facilement, ouais. Mais là, on prend pas de chance. Là, on l'intègre dans le cœur du système. L'appel SOS par satellite, malheureusement, il semble que c'est pas encore offert au Canada. J'ai fait une petite mise à jour. C'est la messagerie, en fait. C'est des messages. Oui, c'est ça. Ouais. C'est que dans le cas d'urgence, comme Apple, la fonction SOS avec Apple, s'il n'y a pas de connexion cellulaire ou Wi-Fi, on va tenter de se connecter avec les satellites. Il y a une application qui va permettre de faire de la retouche photo avec l'intelligence artificielle qui s'appelle Pixel Studio, qui va permettre de changer le décor, l'arrière-plan, ainsi de suite. Je pense que ça va permettre aux gens de s'amuser beaucoup. On a besoin de ça, plus d'applications avec plus de noms différents. Tu vois, je suis comme un peu l'avocat du diable, là, mais effectivement, je trouve que avec le pas de recul, là, on pourrait tout intégrer ça facilement puis ça rend ça plus simple. Mais oui, effectivement, ces fonctions-là sont intéressantes. C'est sûr, je le mentionne parce qu'encore une fois, je crois que c'est des fonctions qui sont... Est-ce que les gens vont vraiment s'en servir? Une fois que tu l'as essayé une fois, un peu comme... Paint 3D. Tu fais ça une fois, tu changes ton fond d'écran. Ah, wow, le ciel est gris, je mets un ciel rouge. Je partage la photo à mes amis. Wow, réseaux sociaux. Mais pour les adultes, dans la vraie vie, je suis pas sûr que ça va être utilisé régulièrement, mais c'est une belle fonction qui met en valeur l'intelligence artificielle. Le Pixel Fold va arriver bientôt au Canada. Il va être 2400 $. C'est ça le téléphone qui se déploie, 6.3 pouces fermé, 7.4 pouces ouverts. Ça fait une belle tablette. C'est un appareil qui est vraiment... Les ratios, là, la dimension des écrans est vraiment bien. Le téléphone est super mince, tout est parfait, mais 2400 $, c'est le prix de genre 3 téléphones. C'est ça. Fait que si vous voulez, moi, c'est encore une fois, quelqu'un me disait comme tablette, moi, je veux une liseuse, je m'en servirais comme liseuse. Un téléphone régulier plus une liseuse, il va vous rester plus de 1000 $ à dépenser sur d'autres choses. Mais je dois t'avouer que j'ai commencé à lire un livre avec le téléphone OnePlus Open et j'ai trouvé ça plutôt agréable. C'est ce que je fais depuis ouais, sur 2 écrans, tu mets ça en 2 pages, puis c'est comme lire un petit livre de poche. Puis quand tu veux lire ou souvent tu as une idée, tu réponds à un courriel, tu reçois un message, tu retournes à ton livre, vraiment le fun, même si c'est 1000 $ de plus. On a aussi annoncé les Pixel Buds Pro 2 qui sont beaucoup plus petits. Ceux qui veulent les porter peut-être pour dormir sur le côté, ça risque de le faire. J'ai bien hâte d'en faire. Ils ont revu l'architecture en dedans, les haut-parleurs et tout ça, là, les drivers. C'est dur à traduire en français, mais bon. Les pilotes en français, habituellement driver. Ouais, c'est ça. Les petits, c'est les haut-parleurs et les tweeters, là, je sais plus, les haut-parleurs d'aigus. Il va y avoir une belle rivalité parce que tout le monde lance ses écouteurs en ce moment. J'ai les OnePlus, j'ai les Buds O3 de Samsung aussi. Comparer tout ça. C'est rendu, écoute, on n'achète plus un téléphone, on achète un écosystème. Hein, c'est comme, ça fait beaucoup de stock. Mais effectivement, ils ont l'air bien, les Buds Pro 2, ça l'a dit. Les Buds Pro, tout coup, étaient corrects, mais ils avaient une drôle de forme, effectivement. Et il y a aussi la Pixel Watch 3 qui fait partie du lot, qui a comme grosse nouveauté d'être offerte en 2 versions. 41 mm pour les gens qui aiment les petites montres et 45 mm pour les gens qui aiment le bling, comme moi. Écoute, je l'ai mis à mon poignet, j'ai fait « Oh oui ».
Non, mais 41 mm, je trouvais que ça me faisait un peu petit. C'est très personnel, hein. Ben oui, c'est depuis que je suis tout petit. C'est un élément de mode personnel de la montre. Donc, c'est d'avoir une montre d'une taille un peu plus grande. Puis encore une fois, il n'y a pas de problème. La 41 mm est d'une bonne taille, c'est très correct. Mais si on a envie de quelque chose d'un peu plus gros, si on va les recevoir bientôt, on va pouvoir vous en parler. Dans long, en large et en diagonale, effectivement. Jetez un coup d'œil là-dessus. Comme tu dis, ceux qui cherchent des téléphones, qui veulent un téléphone moi, je te dirais... c'est comme de milieu de gamme plus, de téléphone qui est quand même... le téléphone est $800 de mémoire. Il est un petit peu moins cher que les téléphones Samsung, que les téléphones d'Apple comparables. Souvent en promotion aussi. En ce moment, profitez. Le Pixel 8 est en offert à pas beaucoup d'argent. C'est des bons téléphones bien conçus avec un bon système d'exploitation qui vont être mis à jour longtemps. Puis vous allez bénéficier des petites fonctions d'intelligence artificielle de fun. Avec le Pixel 9, c'est 7 mises à jour du système avant qu'on sente un peu de fatigue. Donc, ça fait quand même un téléphone qui peut vivre 5-6 ans facile. En 2030, j'ose plus faire de calcul mental quand je fais des podcasts où je trompe tout le temps. C'est correct. 2024 plus 7, 2031, voilà. Oh! Ding, 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 ding. On parlait tantôt d'interopérabilité. Déjà, encore. C'est pas facile, hein? Non, effectivement. Interopérabilité. Dans cette foulée d'ouverture des plateformes, Epic Games a officiellement lancé aujourd'hui son Game Store, sa boutique indépendante de jeux qui lui appartient à Epic Games. Sur iOS et sur Android, il y a un petit astérisque qui vient d'apparaître dans ma phrase. Là, vous ne le voyez pas parce que clairement, je parle à l'oral. Mais je vais tout de suite vous le dire que je vais tout de suite passer au bas de la page pour vous le lire. La version pour iOS du Game Store d'Epic n'est pas disponible à l'extérieur de l'Union européenne parce que Apple rend ça bien compliqué, surtout que c'est seulement en Union européenne que la loi oblige la plateforme à s'ouvrir à d'autres boutiques comme celle d'Epic Games. Mais quand même, ça s'en vient tranquillement pas vite. On s'ouvre un peu sur Android, c'est disponible partout dans le monde. Donc, cassez-vous pas la tête si vous avez un téléphone Android, allez la télécharger. Vous pourrez jouer immédiatement des versions mobilifiées, je viens d'inventer un verbe, de Fortnite, de Fall Guys, de Rocket League, Sideswipe et de plein d'autres jeux qui s'en viennent ou qui sont peut-être déjà là, j'ai pas regardé, je sais pas, mais il y en a plein d'autres parce que Epic en font des jeux en tas. Qu'est-ce que je devrais dire? Il y a aussi, bien évidemment, c'est un... Et là, Epic va tomber dans le piège de « man, il faut que j'offre de plus en plus de stock pour que les gens continuent d'utiliser ma boutique en ligne ». Donc, ils ouvrent leur plateforme aussi aux développeurs tiers qui veulent faire des jeux et qui veulent publier sur des boutiques qui ne sont pas celles d'Apple et de Google là, pour leurs plateformes respectives. Donc, peut-être qu'il va y avoir d'autres jeux qui vont apparaître là de temps en temps. Tous les jeux Epic sont aussi disponibles dans les boutiques indépendantes comme le Alt Store, pour ceux qui connaissent dès aujourd'hui. Si vous voulez télécharger un ou l'autre de ces titres dès maintenant, vous pouvez le faire en suivant des instructions d'installation qui se trouvent sur le site. Sur les blogs, en fait, d'Epic Games, tout ça est là. Chez Epic, on explique qu'Apple empêche toujours les utilisateurs iOS en dehors de l'Europe d'accéder à Fortnite à travers le Game Store parce que Fortnite a tellement d'attractions que c'est clair qu'on va utiliser ce levier-là pour faire plier Apple. La procédure d'installation, on dit chez Epic qu'elle est extrêmement longue car Apple, aussi bien que Google, en fait, font exprès pour présenter des expériences d'installation de qualité médiocre où il y a plusieurs étapes inutiles, des paramètres mobiles confus, des messages d'avertissement qui disent « attention, ceci n'est pas notre boutique à nous. » Donc, ça, faut passer à travers ce processus. Mais on peut y arriver. Mais effectivement, ça illustre bien comment les grandes entreprises technologiques qui veulent notre bien vont finir par l'avoir, mais pas celui qu'on pense. Et là, je fais référence au Cynic, groupe d'humour de l'autre siècle, que je vous invite à googler. Parce qu'ils sont très, très drôles, ils sont encore très pertinents. Et ça, c'est un bel exemple. C'est-à-dire que les entreprises veulent faire de l'argent. Ils veulent pas nécessairement être... magiquement là bénévole, pas bénévole, mais bienfaitrice pour leur bienveillante. L'expression à la mode, votre agent d'immeuble bienveillant. C'est ça, à 7% sur une maison de 1,5 million. On peut être très bienveillant. Nous sommes vos chroniqueurs techno bienveillants. On va s'appeler une tasse de bienveillance. Oh, purée. Ouais, on a du fun. Et j'en ai une autre pour vous. Si oui. Une dernière, et celle-là, c'est comme une espèce de rappel chronique, là. Le vol de crypto est un problème depuis que les cryptos existent parce que il y a beaucoup de gens qui embarquent là-dedans. Et c'est pas nécessairement le problème en cause parce que souvent on utilise des plateformes qui, elles, sont mal sécurisées. Et là, le vol de crypto est un sommet ces jours-ci.
Depuis le début 2024, dans les 7 premiers mois, donc jusqu'à la fin juillet, il s'est volé pour 1 milliard 600 millions de dollars américains de Bitcoin un peu partout sur la planète. C'est le double de l'année passée au complet. C'est pas des farces, là. Donc, on a évidemment une résurgence du vol de crypto. Donc, si vous avez un portefeuille de Bitcoin, faites attention. Surtout que le Bitcoin, c'est évidemment la grosse cyberdevise la plus ciblée par les pirates. C'est un problème c'est un phénomène qui a regagné en popularité depuis que la Fed, la Réserve fédérale américaine, non, c'est pas la Réserve, c'est la SEC, c'est la Securities and Exchange Commission. Bref, le gouvernement fédéral américain a autorisé les fonds, les FNB, les FNB Spot, les fonds négociés en bourse qui, suivent de près un actif très précis. Et ils ont autorisé les FNB de crypto, de Bitcoin, d'Ethereum, et ainsi de suite. Comme un actif financier crédible. Et là, les grands gestionnaires de fonds, les grands offreurs, les BlackRock de ce monde ont commencé à offrir des FNB de crypto. Évidemment, les gens qui ont des REER et qui gèrent ça, qui voient chez leur courtier que ça existe et qui veulent profiter de la manne, se sont rués. Ça crée un intérêt. D'autres ont dit, pourquoi passer par un intermédiaire quand je peux acheter ça directement en ligne? Fait que là, ces gens-là sont allés sur des plateformes, souvent des plateformes mal sécurisées. Et c'est là où le problème se trouve. C'est que les pirates utilisent, et voici ce qui se passe, de l'ingénierie sociale pour aller chercher l'information de clients, d'utilisateurs, même de gens qui travaillent chez ces plateformes-là pour rentrer dans le système et s'approprier, n'est-ce pas, les réserves en crypto que ces plateformes-là détiennent. Et si vous vous demandez, mais qu'est-ce que cette technologie sophistiquée de l'ère spatiale que l'ingénierie sociale? C'est juste du monde qui se fait passer pour d'autres mondes puis qui vous envoie des courriels auxquels vous répondez sans le savoir et vous donnez des informations que vous ne devriez pas. L'ingénierie sociale, c'est utiliser un peu l'insouciance des gens. Quand on dit « Hey, mon compte, la Banque nationale a été piraté » et que la banque ne veut pas vous rembourser, c'est peut-être parce que vous avez répondu à un courriel auquel vous n'auriez pas dû répondre. Et là, c'est une zone grise parce que les lois ne couvrent pas ça, mais à qui la faute? Et je pose la question, à qui la faute? Vraiment, je ne le sais pas. Toujours est-il que si vous n'êtes pas prudent, peut-être que vos bitcoins vont disparaître. Donc, faites attention quand on tombe dans des secteurs comme ça où c'est risqué. Et ça a un effet étonnamment géopolitique parce que les pirates, la plupart des groupes de pirates qui sont en cause dans le vol de crypto depuis le début de l'année sont des pirates originaires de Corée du Nord. Ce fameux petit pays qui fait ces jours-ci des tests balistiques pour envoyer des fusées nucléaires jusque chez nous. Donc, on peut rapidement faire une belle histoire d'horreur avec tout ça. Donc, faites attention, soyez vigilants, on le dit à chaque fois, soyez prudents, surtout avec des actifs numériques intangibles qui sont donc faciles à dérober. C'est quand même une bonne petite actu bien costaude. Ce qui conclut d'ailleurs le reste de toutes nos actus encore plus costaudes, ce qui fait qu'on va prendre une petite pause pour respirer, parce que tout d'un coup, je suis essoufflé. Et on revient dans un instant avec nos gadgets. Pascal, tu as quelque chose de pas mal de fun à nous présenter, si j'ai bien compris. Agréablement surpris, un ordinateur portable. Et là, quand on pense à ordinateur portable, on pense à laptop. Non, j'ai quelque chose qui ressemble à un iMac portable de HP. Qui est vraiment, vraiment plein de surprises. Écoutez, prenez un grand respire puis allez voir ça parce que moi, en plus, j'ai quelque chose qui va qui tombe à pic avec les inondations qu'il y a eu dans les derniers jours. Et, les sous-sols pleins d'eau, tout ça. Il existe je vais pas dire des solutions, mais des éléments qui peuvent vous aider à moins paniquer si ça se produit. J'en ai un. Restez avec nous. On en parle tout de suite après ceci à une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech. C'est cette partie de la balado où on a du fun. Quoi qu'on a du fun tout le long, je sais pas. Moi, j'ai du fun en général, Alain. C'est pas là que j'ai. Ça m'apparaît plus léger et divertissant, mais dans le fond, on peut aussi être sérieux tout en étant. On peut être à la fois le côté givré et le côté sucré, n'est-ce pas? En faisant de l'actualité pertinente. Et là, on fait de la présentation pertinente de gadgets et d'appareils qui vont changer vos vies. Oui, et c'est pour ça que j'ai agrandi le champ de vision de ma caméra pour ceux qui nous regardent en vidéo sur YouTube. Tu le présentes je veux te parler. Oui, mais c'est grâce à, je rappelle ma blonde qui s'occupe de les arroser, sinon ça irait pas bien pour mes plantes. J'en suis très fier, ça fait un petit arrière-plan de fun. Je veux te parler du HP Envy Move All-in-One. HP Envy Move All-in-One, c'est un ordinateur portable. Et là, quand je pense à l'ordinateur, avant de le dévoiler dramatiquement à ceux qui nous regardent en vidéo, il ne tient pas sur nos cuisses. On pense à un laptop, ça ne tient pas, ça ressemble à un iMac. Ce iMac-là, et je vais vous le montrer pour ceux qui regardent sur YouTube, regardez comment c'est génial.
c'est un grand écran de 24 pouces de diagonale. Pensez à un iMac avec une jolie poignée en haut pour le transport. Juste ça, c'est assez génial pour déplacer son ordinateur rapidement. Encore plus fort que ça, regarde ça. Imaginez une grande télé de 24 pouces. Là. Il n'y a pas de truc. Un écran plat, ouais. Il n'y a pas vraiment plus que l'écran à part la poignée, là, effectivement. Et je te montre de côté, de côté, l'écran. Et tu remarques qu'il n'y a pas de pattes. Quand on déplace un écran ou un moniteur un peu gros, il y a des pattes. Puis c'est encombrant. Ça accroche partout, ben oui. Ça accroche partout. On l'accroche dans ses jambes. C'est pas évident. Non seulement on a la poignée pour le transporter, mais regarde, c'est joli. Si je dépose l'écran sur une table ou une surface, il y a des petites pattes qui se déploient automatiquement. Mécanisme par ressort, donc ça se fait tout seul. Là. Tout ça se fait d'une main, en fait. Tu as juste à le poser. Là. Tu prends ça léger aussi, tu le tiens comme ça. C'est léger, c'est 4 kilos. Ça se transporte bien. J'avoue que je suis assez costaud, là, mais c'est très, très, très facile à transporter. 4 kilos, là, c'est qu'on traîne pas ça dans la rue, j'imagine. C'est un sac de patates. Là. Ben oui. Mais tu te déplaces, tu t'en vas, par exemple, sur la route, tu t'en vas au chalet, tu veux partir avec ton ordinateur, tu pars avec, tu prends avec la poignée, tu le glisses dans la voiture. Et ce qui est extraordinaire, as-tu remarqué? J'ai pas fait, regarde ici. Il n'y a pas de fil, il n'est pas branché. Ah, c'est vrai, il fonctionne tout seul. Ben oui, tu as bien raison. Il fonctionne tout seul. Il y a une et là, comment tu fais pour transporter le périphérique le plus utile, le clavier et la souris? Écoute, tu as un petit sac à dos en arrière. Oh! Une petite pochette tellement bien pensée. Ah, wow. Une petite pochette kangourou sur le dos du laptop et le clavier. C'est une autre chose qui est extra. Tu vois, là, je fais juste le déposer. Les petites pattes vont se déployer toutes seules. Vraiment pas stressant. Le clavier est aussi bien pensé. Avec le pavé tactile intégré, là. Ben oui. Le pavé tactile est intégré. Fait que c'est un peu comme un laptop. C'est certain que c'est pas l'idéal. Des fois, c'est le fun d'avoir une vraie souris. Beaucoup de gens qui ont des laptops ont des souris. Mm-hmm. Mais dans ce cas-ci, tu as un morceau avec le clavier, le pavé tactile à côté. Très, très, très joli. Très, très bien pensé. Ça fonctionne, écoute, avec une caméra, une belle webcam avec Windows Hello, fait que se déverrouille avec la reconnaissance faciale. La reconnaissance, c'est rapide. L'autonomie est d'à peu près 4 heures sans le brancher. Fait que ceux qui se déplacent pendant la journée, je travaille dans un bureau une couple d'heures, tu déplaces ton ordinateur, le soleil, tu décides d'aller au chalet, tu prends ton laptop, tu l'amènes, tu t'en vas sur la terrasse, sur le balcon, tu t'en vas sur la terrasse travailler. Tu le prends, tu l'amènes, tu le déplaces, 4 heures d'autonomie, pas besoin de transporter de fil. Tu as le temps de regarder un film, tu as le temps de faire un appel vidéo. Très, très le fun. Ce qui est aussi fantastique, c'est qu'il y a un port HDMI sur le côté. Tu peux t'en servir comme moniteur d'appoint. Moniteur externe pour un laptop, par exemple. Moniteur externe. De laptop. Ben oui. Fait que là, tu as ton laptop du travail, par exemple. Tu te dis, j'ai besoin d'un deuxième moniteur ou j'ai un lecteur de vidéo, un lecteur de Blu-ray. Du moment qu'il y a une prise, une console de jeu, tu as besoin d'un moniteur, tu branches ta console dans ton ordinateur et l'ordinateur devient un moniteur. Moi, je pense qu'en termes de durée de vie, c'est extraordinaire parce que quand ton ordinateur, je sais pas, les performances seront plus assez suffisantes à ton goût, tu vas quand même pouvoir augmenter cette durée de vie en t'en servant comme simple moniteur. Il y a une couple de trucs facilement que j'ai trouvé un peu particuliers, c'est que les haut-parleurs sont corrects. C'est Bang & Olufsen, sont pas super puissants, pourraient l'être un petit peu plus. Il y a une prise propriétaire pour la recharge. Je me serais attendu à un port USB-C ou quelque chose de plus courant là, pour charger comme ça. Encore une fois, tu le branches une fois puis c'est pas un gros stress. Il peut servir le deuxième écran. On peut pas incliner l'écran. Et on ne peut pas le surélever non plus. Et ça, je trouve ça dommage parce que quand tu travailles avec un écran de 24 pouces, si tu es petit, un enfant n'aura pas de problème, c'est à la bonne hauteur. Mais pour un adulte, tu vas peut-être vouloir surélever. Peut-être un peu bas par défaut. Peut-être un peu bas, peut-être mettre 2 piles de livres, ou 2 briques, ou 2 blocs, ou une petite bibliothèque pour surélever son moniteur comme ça. L'autre détail comme ça que j'ai mis dans mes notes, c'est que la boîte écolo, c'est une tendance que je trouve super agréable. Il y a beaucoup de produits techno que je reçois depuis quelques mois, presque un an maintenant. On a enlevé le styromousse. On a enlevé le plastique, on a enlevé le styromousse. C'est du carton, c'est vraiment le fun. C'est très facile à déballer. Et puis, tu peux la recycler très facilement sans avoir 12 emballages à ouvrir. Fait que, vraiment, je trouve que c'est un ordinateur plein de surprises et j'ose pas imaginer si quand il avait lancé le iMac,
Regardez, il y a une poignée à l'arrière. Regardez, on peut ranger le clavier derrière et le monde aurait capoté leur vie. Fait que c'est un ordinateur Windows, évidemment. Il y a différents types de processeurs, i7, i5, ainsi de suite. Je l'ai vu à partir de 1570 $. 16 GB de RAM, 512 GB de stockage, écran de 24 pouces de diagonale, belle taille. Pour ceux qui se déplacent avec leur ordinateur, qui veulent plus qu'un laptop. Beaucoup de gens travaillent avec un laptop parce qu'ils veulent se déplacer dans la maison. Un ordinateur familial à partager avec des enfants qui ont chacun leur chambre. C'est le temps des devoirs. Tu l'amènes en cuisine, tu le déplaces. Puis sérieusement, là, tu débranches, tu n'as pas rien à rebrancher. Très facile. Tu n'as même pas besoin de l'éteindre parce qu'il y a une pile dedans. Tu fais les devoirs, tu le ramènes dans la chambre, tu le ramènes. Ça peut remplacer pour les étudiants. Ça peut remplacer un téléviseur. Tu peux regarder toutes les chaînes, services vidéo dessus. 24 pouces, certains vont dire c'est trop petit. Ça sert aussi d'ordinateur. Et on rappelle la possibilité de s'en servir comme deuxième écran. Pour ceux qui ont déjà deux écrans, bam, tu as un deuxième ordinateur. Puis bam, quelqu'un peut partir avec pour travailler. Très, très, très polyvalent à partir de 1570 $. Fait que jetez un coup d'œil là-dessus. Ils vont sûrement être en solde. À un moment donné, HP NVMove, All-in-One, plein de belles idées pour un ordinateur transportable. Oui, c'est bien dit, effectivement. Merci, Pascal. De mon côté, je vais faire un lien avec l'actualité récente parce qu'effectivement, on en parle de plus en plus et ça arrive de plus en plus souvent, les gros orages qui inondent, qui font déborder les égouts et qui entraînent des dégâts d'eau chez les gens qui ont un sous-sol dans des régions susceptibles d'être victimes de ces dégâts d'eau. Il existe, évidemment, la plupart des gens qui sont dans des situations comme ça ont une pompe submersible, ont ce qu'il faut pour réagir. Mais pour ceux qui se demandent quoi faire au cas où, qui sont dans une espèce de zone incertaine, qu'est-ce qui est possible de faire, il existe une solution qui n'est pas initialement conçue pour ça, mais qui vient avec un accessoire qui fait toute la différence. Je parle du contrôleur de chauffe-eau intelligent Calypso du fabricant canadien québécois Sinopé. Sinopé, vous le savez, ils font plein de petits appareils connectés pour la maison, des interrupteurs, ils ont un contrôleur de charge que j'utilise, moi, ici, pour contrôler la pompe de ma piscine. Donc, je l'éteins la nuit. Je peux gérer ça à distance. Évidemment, la partie connectée est pas essentielle, mais elle permet de contrôler tout sur une seule plateforme intégrée, logiciel, une application qui, chez Sinopé, s'appelle NeviWeb, qui donne aussi un indicateur de consommation. Donc, si vous voulez gérer votre consommation d'électricité, le fameux lave-vaisselle qu'on utilise la nuit, là, vous savez, c'était comme une espèce de gag des derniers mois, là, lancé par Pierre Fitzgibbon. Ben, cette plateforme-là permet d'avoir un aperçu de ce que vous consommez et peut-être aussi soit de le déplacer dans le temps ou de la réduire un peu. Et le contrôleur, ce contrôleur-là pour chauffe-eau vise surtout ça, parce que c'est un contrôleur qu'on installe, que vous pouvez faire installer, vous pouvez aussi l'installer vous-même, c'est pas très compliqué. Je sais que quand il y a des fils comme ça qui dépassent d'un gadget, ça fait peur à bien des gens, mais si vous fermez le circuit, quand c'est du 240 habituellement. Parce que c'est un gros circuit, le chauffe-eau. Oui, les instructions dans la boîte vous donnent une bonne idée de comment l'installer vous-même. Je vais mettre plein de points d'exclamation jaunes et noirs autour de ce que je viens de dire parce que oui, il faut faire très attention. C'est du courant haute tension. C'est quand même du 220, là, ça rentre au poste. Vous voulez pas bidouiller avec ça, vous n'êtes pas à l'aise. Vous pouvez le faire par un spécialiste, mais on peut quand même le faire soi-même si on connaît la chose. Effectivement, il faut mettre des avertissements autour de ça. Mais ce qui fait que ça coûte 105 $, donc, et pour ce prix-là, ça donne quand même quelque chose de bien. Ça intègre, évidemment, le contrôle à distance du chauffe-eau. Des fois, quand on a un chalet puis qu'on n'est pas à la main au chalet souvent, on peut désactiver le chauffe-eau à certains moments sans dégrader nécessairement la qualité de l'utilisation. Et ça non plus que le chauffe-eau devienne un problème parce que si on laisse un chauffe-eau inactif longtemps, il se développe des bactéries au fond qui peuvent devenir un problème sérieux pour la santé. Ben oui. Ouais, et ça, on peut évidemment contrôler de façon intelligente pour éviter de développer ça là, malgré tout et sauver une partie de la consommation. Le chauffe-eau, l'eau chaude dans une maison, c'est 20% de la facture d'électricité au Québec. Donc, en réduisant une petite partie de cette partie-là, on finit par sauver des sous pour vrai sur sa facture d'électricité. Donc, on finit par sauver en un an le prix d'achat de l'appareil. La plupart des gens qui l'utilisent, c'est ce qu'ils ont arrivé, c'est ce qu'ils ont découvert, en fait. Évidemment, là, les rapports de consommation d'énergie, on le voit dans l'application, qu'est-ce que ça a comme effet sur la consommation en temps réel. On peut aussi paramétrer, dire, je suis client d'Hydro-Québec, voici combien coûte l'électricité, et ça donne une idée du coût évité grâce à l'appareil. On dit que ça permet de réduire la consommation du chauffe-eau, la consommation en électricité du chauffe-eau de près de 20%.
Ce qui est intéressant, c'est que si vous utilisez ou vous voulez jouer avec la fameuse tarification dynamique d'Hydro-Québec, ce n'est pas un appareil qui est certifié ILO ou peu importe le nom du nouveau service, parce que ILO, je pense qu'ils l'ont changé, en tout cas peu importe, mais on reçoit les alertes et on peut le paramétrer pour être conforme aux directives, parce que souvent, Hydro-Québec, surtout l'hiver, va envoyer des espèces de petits défis aux appareils compatibles et celui-là peut suivre ça à travers la plateforme NaviWeb. Vous avez qu'à l'enregistrer au programme. Oui, c'est le fun, ça. Donc, c'est pas ça être un produit ILO, c'est quand même compatible avec le logiciel, la plateforme, appelez ça comme vous voulez. S'intègre aussi à Google Home et Alexa, pour ceux qui aiment avoir cette espèce de domotique intelligente à la maison. La plateforme NaviWeb utilise le protocole Zigbee, qui a une bonne portée sans fil. C'est-à-dire que si votre borne Wi-Fi ou peu importe, ou votre récepteur, votre pont Synopé est loin, il y a quand même possibilité de se connecter au réseau plus facilement que si c'était... L'autre truc, c'est Z-Wave, puis il y a du Wi-Fi aussi, tout simplement. Le Wi-Fi, c'est peut-être la moins bonne des solutions à longue distance. Zigbee a une bonne portée, donc vous risquez de, même si votre chauffe-eau est dans un placard quelque part derrière un mur, une paroi ou une cloison, le signal va quand même passer. Ça vient, et c'est là la partie du fun, ça vient avec un accessoire très important et très essentiel, une sonde d'eau. Devant l'appareil, il y a des boutons, notamment le bouton d'alimentation. Il y a aussi des prises, une pour un capteur, une sonde pour la température de l'eau dans le chauffe-eau. Donc ça, c'est une connexion sur le panneau électrique du chauffe-eau que vous connectez relié à ceci. Ça vous donne une idée dans la plateforme logicielle de la température en temps réel du chauffe-eau, de l'eau en fait. Et l'autre, c'est pour brancher une sonde, une espèce de fil sensible à l'eau que vous mettez au sol autour du chauffe-eau ou ailleurs pour savoir s'il y a de l'eau dans votre sous-sol sur le plancher. Et s'il y a de l'eau, vite, ça alerte le bidule qui, à son tour, vous alerte directement sur votre téléphone ou sur l'appareil que vous avez dans votre poche ou devant vous ou peu importe. Et ça, c'est pratique parce que si vous avez des débordements, généralement, le chauffe-eau pas bien loin du drain du sous-sol. Donc, vous pouvez mettre ça dans ce coin-là et s'il y a un refoulement d'égout et s'il y a de l'eau qui rentre chez vous, vous allez le savoir assez rapidement grâce à cette sonde-là. Donc, c'est une forme de solution pour les gens qui craignent d'avoir de l'eau au sol dans leur cave, comme on dit. Parce que la sonde est extrêmement sensible et pour autant que je le sache, elle fonctionne très bien. C'est le genre d'affaire que tu veux pas que ça fonctionne parce que ça veut dire que tu as de l'eau dans le sous-sol. Mais écoute, ça enlève un petit stress. Les gens parce que la semaine dernière, j'étais avec des amis pendant qu'il pleuvait, et ils étaient sur le téléphone inquiets de savoir si les voisins allaient les contacter pour leur dire s'il y avait de l'eau dans la cave pour à leur tour devoir aller vérifier ça. Les gens qui ont des sous-sols, souvent des margelles autour de leurs fenêtres à l'extérieur qui se remplissent et qui sont mal drainés, tombent dans la fenêtre, qui tombent dans le sous-sol. Donc, il y a beaucoup de façons d'avoir de l'eau dans le sous-sol quand il pleut fort. Et une sonde d'eau comme celle-là m'apparaît une solution intéressante, surtout vu le prix du gadget, 105 $, qui finalement rend la chose très, très simple. C'est pas parfait. Essentiellement, le gros défaut, à mon avis, c'est que l'intégration est limitée avec les assistants numériques. Il n'y a pas d'intégration à HomeKit d'Apple, qui est la partie plus, qui est l'équivalent d'Apple de l'assistant Google. Mais ça me paraît assez marginal comme problème. Et toujours la question de bien gérer la consommation d'énergie de son chauffe-eau. Là, c'est toujours, parce qu'on parlait de la maladie du légionnaire tantôt, il y a toujours cette mince ligne qu'il ne faut pas traverser pour s'assurer que la qualité de l'eau demeure bonne. Ça ne garantit pas que votre chauffe-eau va durer plus longtemps ou moins longtemps ou quoi que ce soit. C'est complètement d'autre chose. Et il y a une version initiale. Ça, c'est la deuxième génération du Calypso. La première, elle avait une connexion limitée là, à des protocoles, notamment Google Home et tout ça. Mais aussi, je pense c'était une version Wi-Fi de mémoire qui avait une moins bonne portée. Donc, faites attention d'acheter de bons bidules si vous voulez. Mais écoutez, si vous cherchez une solution double à un problème qui n'en est pas vraiment un pour l'instant, la consommation d'énergie du chauffe-eau, mais qui peut faire partie d'une solution si vous voulez réduire votre consommation d'électricité et aussi qui inclut une sonde pour l'eau au sol, je ne comprends pas pourquoi vous achetez pas ça, parce que c'est vraiment extrêmement logique et ingénieux comme bidule pour éviter ce genre de situation-là. Et c'est québécois. Et c'est québécois. Donc, en plus, je veux dire ceci, c'est québécois, mais la plateforme NaviWeb et tout ça, ça a été développé à l'extérieur, je crois, mais on vient à un stade où c'est pas vraiment important. L'important, c'est que le bidule fonctionne, coûte pas cher et pourrait vous enlever un petit souci là, à long terme avec votre maison. Ils sont bien supportés jusqu'à présent. Moi, j'ai mes thermostats sont synopés. Oui, voilà, ils font ça, c'est assez magique à distance de pouvoir monter ou descendre avec l'application puis surveiller ma consommation. Et ça fait longtemps qu'ils existent. Je pense qu'on l'a reçu, les gens de Synopé, à l'émission. Je veux dire, il y a de ça genre 5 ans. Il me semble que c'était avant la pandémie. Oui. Donc, clairement, ils sont là depuis un bout de temps et ils me semblent là pour rester aussi. Donc, c'est pas quelque chose qui va disparaître
comme Hilo, par exemple, qui a eu de la misère dans le temps, au fil du temps. Donc ça, c'est assez rassurant aussi de ce point de vue-là. Donc le Calypso de Sinopé, regardez ça, c'est si l'eau, la gestion de l'eau chez vous est quelque chose qui vous embête, ça fait partie de la solution, à mon avis. Et voilà. Merci, Alain. Hey, merci, Pascal. On a-tu eu du plaisir? Ça va-tu la... Moi, des fois, je m'ennuie de toi en vacances, je le répète, là. J'ai hâte, on va repartir plus régulièrement pour les épisodes. On a plein de belles choses à vous présenter, plein de nouvelles techno dont on va vous parler. Ben, on en a parlé tantôt. J'aurais aimé faire une balado pendant que j'étais en vacances. Malheureusement, j'avais plus les données mobiles. La technologie t'a trahi, Alain. Je blâme les Jeux Olympiques. Mais voilà. Non, effectivement, ça fait du bien de recommencer et on repart à la machine pour un bon bout, là, parce que les nouveautés, on l'a dit, il y en a eu beaucoup dans les dernières semaines. Il y en a encore plus qui s'en viennent. Fait qu'on est là, puis on va vous aider à départager le bon du moins bon. Le bon grain de livret, je devrais le dire. Et voilà, livret technologique. Exactement. TELUS, Plan Hub, merci beaucoup. Nos partenaires, C23, le groupe Cogeco qui diffuse et distribue le podcast partout au Québec et dans le monde entier, dans l'univers. Claude Hébert à la mise en onde, Jean-Christophe Ouellette aussi. PascalForget.com, vous pouvez me suivre. Écoutez-moi, lisez-moi, suivez-moi sur les médias sociaux. Alain, on peut entre autres te lire dans Le Devoir et dans plusieurs autres excellentes publications. Mm-hmm. Elles sont toutes très bonnes. Donc, pour nous, c'est un retour. On vous souhaite, si vous revenez de vacances aussi, un bon retour à vous également, une bonne suite d'été. On prend, on recharge nos batteries, c'est un gros show. Et revenez-nous la semaine prochaine parce qu'on va avoir encore plus de stock à une tasse de tech. Salut tout le monde.